7 ans après sa création, l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière, qui semble peu à peu s'être installé dans le paysage fiscal français. Le barème est inchangé, l'assiette est quand même assez bien connue. L'IFI est presque devenue une institution, même si certains aimeraient qu'elle évolue un petit peu. Et derrière cette façade, il y a quand même des règles, certaines règles qui ont tendance à se durcir. Vous allez le voir, les dettes déductibles qui se réduisent, qui sont moins nombreuses, des évaluations qui sont scrutées, une administration qui affine ses contrôles, notamment à l'aide des nouvelles technologies et des outils numériques. Résultat, voilà, les 200 000, 186 000 foyers concernés. Pour eux, déclarer n'est pas suffisant. Il faut de plus en plus justifier et se justifier. Bonjour Jérôme. Bonjour David. Maître Jérôme Barré, avocat associé au sein du cabinet Yards. L'IFI, on peut dire que c'est à peu près stabilisé depuis sa création. Oui, il n'y a pas eu beaucoup de changements. Enfin, on va voir, ça a été changé dans les passifs. Mais c'est une institution. Elle a été faite pour éviter que des patrimoines s'en aillent à l'étranger, enfin, et les contribuables. Ça marche bien. Si on y rajoute la question de la flat tax, on a vu beaucoup moins de départs. Mais il y a quand même un durcissement. Et puis, il y a un sous-jacent politique, c'est-à-dire qu'on voudrait revenir à un ISF, là, qui reprendrait tous les biens, y compris les biens professionnels, y compris les biens artistiques. Donc, c'est un sujet, on a même parlé d'ISF climatique, donc avec des raisons ou des excuses qui font qu'on voudrait revenir à cette notion. On rappelle qui est concerné, j'ai dit 186 000 contribuables, qui est concerné par l'impôt sur la fortune immobilière aujourd'hui en France. Et comment on apprécie les différents seuils? Alors, le seuil il est inchangé, c'est toujours 1,3 million à la date du 1er janvier. Vous vous situez à la date du 1er janvier, certains se mettent... Patrimoine immobilier. Patrimoine immobilier net. Actif moins passif. Net de dette. Voilà. Ce seuil n'a pas été revitalisé ou revisité, si je puis dire, depuis 2018, pas tenu compte de l'inflation, pas tenu compte d'un immobilier qui a beaucoup augmenté ces dernières années, même s'il est plus stable aujourd'hui. Et donc, évidemment, on a de plus en plus de contribuables qui rentrent dans l'IFI, de plus en plus, et certains qui ne le savent peut-être pas encore, et on rentre dans le seuil. Donc, les redevables, ce sont à la fois les résidents, c'est-à-dire nous, ceux qui sont ici, mais aussi les non-résidents qui disposent d'un patrimoine en France, que ce soit directement ou indirectement. Quelle différence pour le coup, en termes de foyer fiscal, entre l'impôt sur la fortune immobilière et l'impôt sur le revenu? Alors ça, c'est un sujet qui n'est pas très bien connu. Dans le foyer fiscal de l'impôt sur le revenu, vous y mettez tous ceux qui vivent dans le foyer fiscal. Les parents, les enfants, y compris parfois les grands-parents quand vous les avez à charge, et les enfants, qu'ils soient mineurs ou majeurs, qui ont moins de 25 ans et qui poursuivraient des études. Pour ce qui est de l'IFI, ce n'est pas du tout la même chose. Ce sont les conjoints. D'abord, on n'a pas besoin d'être marié pour être soumis à l'IFI. C'est-à-dire que si on habite sous le même toit, si on est en concubinage manotoire, si on est pacsé, eh bien, on a une imposition commune. Je pense qu'il y a un président, autrefois, qui avait oublié qu'il pouvait avoir une imposition commune avec sa concubine. Donc, c'est les concubins notoires. En revanche, ceux qui sont exclus, ce sont les enfants majeurs, même étudiants. C'est-à-dire que dès qu'un enfant est majeur, même s'il est dans le foyer fiscal au sens de l'impôt sur le revenu, il sort de l'IFI. Il n'est plus dans la base. Une particularité pour les couples qui sont séparés, non divorcés, eux continuent quand même s'ils sont séparés, mais parce qu'ils sont non divorcés, ils continuent à avoir une imposition commune de l'IFI. Dans le cadre de l'impôt sur la fortune immobilière, est-ce que tous les biens immobiliers sont concernés? Il n'y a pas d'exception? On va dire que le principe, c'est oui. Tous les biens immobiliers sont concernés et qu'ils soient détenus de manière directe ou indirecte, c'est-à-dire au travers de sociétés. C'est donc une assiette large avec assez peu d'exonération. Donc c'est les résidences principales, les terrains à bâtir, ça peut être également... résidence secondaire. Résidence secondaire, une concession que vous avez sur un port, puisqu'on va considérer que c'est assimilable à de l'immobilier, les biens en cours de construction, les SCPI, les sociétés civiles de placement immobilier, les unités de compte immobilière dans les contrats d'assurance vie, on va les chercher, et également les biens que vous détenez au travers d'une société, même si vous avez un empilement de sociétés. Certains biens échappent à l'IFI, c'est ceux qui ont une vocation professionnelle. Enfin, on pourra rajouter que le fait d'avoir une société ou une société à l'étranger, ça ne protège pas de l'IFI. La détention indirecte ne nous sort pas de l'IFI. Dans sa déclaration d'impôt sur la fortune immobilière, il faut estimer la valeur du patrimoine immobilier. Ça, c'est le vrai sujet. Tous les ans, c'est à combien estimez-vous mon immobilier? D'abord, l'avocat fiscaliste n'est pas un évaluateur, donc il vaut mieux faire ça soi-même. Ensuite, tout dépend si on a acheté un bien il y a très longtemps, ou si on l'a reçu par succession, ou si on l'a acheté il y a peu de temps, parce qu'à ce moment-là, on a des tables qui nous donnent les augmentations par région ou par quartier. Donc, il faut avoir une exigence de cohérence et d'actualisation. Le sujet, c'est de se sentir bien dans son évaluation. Alors soit mais comment savoir Alors on a une base qui est la DVF et Talab. DVF, DVF, la distinction des valeurs
ça y est, je perds mes mots, de la valorisation foncière, j'y arrive, étalable, qui permet à chacun, vous avez un site qui vous permet d'aller voir, vous avez des... D'aller voir quoi? D'aller voir les valeurs, les transactions, et savoir ce qui se passe dans votre environnement et dans votre quartier. Vous avez également, ce qu'on utilise souvent, c'est meilleursagents.com, sans faire de publicité pour eux, mais c'est assez précis. D'ailleurs, c'est comme ça que vous pouvez savoir que dans votre immeuble, un appartement a été vendu sans que vous le sachiez. Et donc, on va regarder, la notion, c'est d'avoir des biens intrinsèquement comparables, des valeurs intrinsèquement comparables. Mais tout ça, c'est au cas particulier, parce que votre voisin peut avoir un appartement avec de la robinetterie en or et des choses refaites à neuf, et vous avez un appartement que vous détenez depuis 50 ans dans lequel on n'a fait aucun travaux. Donc tout ça est une question d'appréciation. Ouais, après, il y a des coups de pouce, évidemment, sur la résidence principale. La résidence principale, c'est 30% d'abattement. Ouais, alors, attention, c'est que cet appartement se fait sur la détention en direct. En revanche, si vous le détenez au travers d'une société civile, ça a fait l'objet de discussions pour un parlementaire, il y a déjà quelques années, via une société, vous n'avez pas le droit aux 30%. En revanche, comme vous ne le détenez pas de façon directe, vous avez droit à une décote qui peut aller jusqu'à 15%. Voilà. Donc, le point aussi, c'est de vérifier, parce que ça, c'est le grand jeu. J'habite à Paris, j'ai un énorme château en province. Il faut que ce soit cohérent avec l'endroit où on déclare ses revenus, mais ça c'est maintenant dans la même déclaration, donc ça se fait, et qu'on puisse justifier quand même qu'on y est. Si on n'y était pas, on va se retrouver dans une situation désagréable. À l'inverse, on habite en province et on a conservé son 850 mètres carrés, là encore il faut faire attention. Donc tout ça va dépendre effectivement aussi des biens hypothéqués, des servitudes, etc. Tout ce qui va affecter de façon directe ou indirecte, et de manière pratique ou juridique. Par exemple, vous avez une hypothèque sur votre bien, il n'a pas la même valeur que s'il n'y a pas d'hypothèque. Évidemment. Par exemple. Au-delà de la résidence principale, il y a d'autres types de décotes ou d'abattements tolérés ou admises en tout cas par l'administration fiscale? Alors c'est une décote qui apparaît très encadrée mais qui n'est pas facile. Vous avez un petit guide qui s'appelle